Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le service est un métier. Chacun d'entre nous a un comportement qui nous est propre, réfléchi ou spontané, rationnel ou irrationnel, qui nous fait aller dans tel ou tel magasin, boutique ou restaurant au gré de nos besoins ou de nos envies, plus fréquemment ici que là, sans nécessairement savoir pourquoi. Mais nous avons tous une chose en commun, une certaine sensibilité au service, un service qui doit être intégré dans la prestation. Le service est un métier, mais un métier qui ne dit pas son nom. N'importe quel commerçant qualifie son activité par rapport au produit principal qu'il propose. L'un est restaurateur, l'autre plombier, un troisième agent de voyage, encore un autre boucher, charcutier ou encore opticien, et ainsi de suite. Pas un seul ne dira qu'il est un prestataire de service, ou plutôt que sa profession consiste à proposer des services dans la vente de tel ou tel type de produit. Or, c'est bien là où se situe un blocage. Le produit prime et domine si bien que la notion de service, absente du discours, l'est aussi dans les actes. La France n'a jamais été pionnière dans les services, elle n'en a créé aucun. Si, le Minitel. Un bon outil d'accès à de l'information utile, mais un service trop étriqué qui a été balayé par l'Internet. Historiquement, la France a toujours privilégié la production agricole et industrielle, dédaignant les activités de commerce pratiquées fébrilement par d'autres États. Les Vénitiens ou les Hollandais devaient paraître bien triviaux. Les échoppes, boutiques et autres formes de magasins avaient pour unique fonction que celle d'être les lieux qui écoulent les biens tangibles, matériels, palpables, récoltés dans les champs ou fabriqués dans les usines. Il y a fort à penser que le mot « service », au sens commercial du terme, ne faisait pas partie du vocabulaire. D'un point de vue culturel, la France a toujours été écartelée entre le nord anglo-saxon et le sud latin, entre la culture de service et le culte des produits, entre une admiration pour ce qui vient des États-Unis et un anti-américanisme primaire très ancré chez les politiques, entre la droite et la gauche, même si le Parti communiste n'est plus que virtuel, entre son nombrilisme et son humanisme. Au point d'en ignorer les valeurs de l'Extrême-Orient, Japon en tête, où le service est inné et si profondément enraciné qu'il revêt des formes inconnues chez nous, comme saluer en se courbant. À l'instar d'autres pays d'Asie du Sud-Est, le commerce nippon est empreint de cette culture ancestrale du respect de l'autre, en tout lieu et en toutes circonstances. Plus contemporain et plus familier est le service à l'anglo-saxonne, inventé par les Américains. Dans la patrie de Samuel Colt, les relations et les contacts entre personnes ont nécessité un certain apprentissage, récupéré par les Anglais, ère thatchérienne oblige. Le Royaume-Uni n'a plus d'industrie, traduit par les Québécois. À Montréal, on ne répond pas à un remerciement par « je vous en prie », mais en disant « bienvenue », directement emprunté au « You're welcome » américain. Ce service-là est bien évidemment très mercantile, orienté vers la performance et l'optimisation économique de la relation commerciale. Bon accueil, bon service, bon profit. Une évidence. Le livre de l'anglais Stephen Clark, God Save la France, regorge d'anecdotes et de situations où, au-delà du cocasse, l'absence de service fait honte à notre pays. Quant aux pays latins, leur soleil y est autrement plus chaleureux que leur service. Le français n'a pas le service dans ses gènes, ni dans son cerveau. Il n'est pas anglo-saxon, il n'est pas vraiment latin, il est gaulois. Plus proche du réflexe que de la réflexion. Les aspects les plus anciens du commerce perdurent. Qu'est-ce qu'un hypermarché sinon la forme la plus évoluée des échoppes de jadis, tandis que les nouveaux commerces font appel à des techniques de vente différentes et à une autre sensibilité du consommateur. Si bien que l'on a tendance à dichotomiser le commerce des produits de celui des services. On n'achète pas une baguette de pain, comme un abonnement à Internet. Vendre ou acheter un bien de consommation courante est tomber dans une routine pavlovienne dans l'immense majorité des situations. Et lorsque le comportement est plus proche du réflexe que de la réflexion, à quoi bon s'embarrasser de sourire ou d'attention? Il est possible de réaliser une transaction sans pratiquement faire usage de la parole. D'un signe, le client montre au vendeur le produit qu'il veut, il le scrute, se dirige vers la caisse, le paie puis s'en va une fois le produit emballé et la monnaie rendue. Ça ne vous est jamais arrivé? Pour les produits les plus récents et les services auxquels nous sommes moins habitués,
Le dialogue est nécessaire car il y a le plus souvent une multitude de formules ou d'options dans l'offre et beaucoup de questions dans la demande. D'où le phénomène des FAQ, Frequently Asked Questions ou foire aux questions, dont on fait même des livres. Alors on est bien obligé d'échanger des propos, de peser des arguments, de demander des précisions et d'y répondre avec un minimum de courtoisie si l'on souhaite aboutir de part et d'autre. Mais la technologie le permettant, les formes les plus modernes de transactions se font, via Internet, de manière totalement dépersonnalisée, en quelques clics qui se terminent par une confirmation de l'achat sous forme d'un envoi robotisé. Pas un être humain dans le e-commerce, mais quel service! Toutes les offres sur l'écran, pas de baratin, plus besoin de se déplacer, pas d'énervement, pas de file d'attente et réception de l'achat à domicile. Et la question de l'accueil ou de la courtoisie ne se pose plus, puisque les pages électroniques intègrent les formules de bienvenue, les remerciements et les au revoir du commerçant. Quant à l'acheteur, il n'a pas besoin de dire bonjour, merci, ni au revoir puisque ce n'est pas prévu. On l'interroge quelquefois sur son degré de satisfaction quant au site visité et à l'achat effectué. Le service électronique aussi est un métier. Mais dépourvu de rapports humains et sans relationnel, il prend corps dans la clarté, la rapidité et la simplicité de la transaction. Le service prime dans la décision d'achat. Tout commerce et service, beaucoup plus que d'aucuns semblent l'imaginer. Même le libre service, autrement dit ces points de vente où, théoriquement, il n'y a pas de service. Car entre un linéaire où les produits sont hors de portée des personnes de petite taille ou hors de vue des gens âgés, et un autre où l'accès est aisé pour tous, il y a une différence dans la notion de service rendu au client. À moins qu'il ne s'agisse de basses considérations de merchandising. Si tout est service, c'est parce que l'on ne va pas au restaurant juste pour se nourrir et se remplir l'estomac, mais pour satisfaire sa gourmandise à l'occasion d'un repas nécessaire. Parce que l'on achète rarement un radiateur pour le matériau dans lequel il est fabriqué mais pour la douce chaleur qu'il va apporter à la maison. Parce que l'on ne réserve pas un billet d'avion et des nuits d'hôtel, mais que l'on s'offre de la détente, de l'évasion, du rêve. Parce que l'on n'achète pas un morceau de bœuf sanguinolent mais ingrédient principal d'une recette qui va régaler les invités. Parce que l'on n'acquiert pas une paire de lunettes uniquement pour voir clair, mais pour s'entendre dire « elles te vont très bien ces nouvelles lunettes », etc. Le consommateur, au-delà du produit, recherche un avantage d'ordre psychologique, un plus, un bénéfice produit comme disent les gens de marketing. Et à partir du moment où le bénéfice procuré par le produit est important, plus que le produit lui-même, le service qui y est rattaché prime dans la décision d'achat. C'est une évidence à laquelle bon nombre de commerçants ne pensent même pas. Exemple. Un adhérent du réseau optique 2000 se lamentait sur le fait que son personnel ne vendait pas suffisamment la petite bombe spéciale pour nettoyer les verres. Il trouve que ce produit est trop cher, me dit-il. Ce à quoi je répondis que ce n'était pas un produit. Considéré comme tel, il n'est vendu qu'aux seules personnes qui le réclament, mais s'il est proposé comme un excellent moyen d'avoir des verres impeccables et une vision nette, bref, comme un service, tous les clients l'achèteront. Le service fait vendre. Aujourd'hui déjà, certains produits se dématérialisent. Et le commerçant avec. L'exemple le plus frappant se situe dans l'industrie du disque dont la crise a muté de conjoncturelle à structurelle, avec pour corollaire le succès de la musique en ligne qui apporte la preuve que, d'une part, le CD et sa pochette n'ont plus aucune valeur, donc plus de raison d'être et que d'autre part, il n'y a plus besoin de magasins pour en acheter. Le consommateur n'acquiert que le bénéfice. Il adviendra un sort identique au commerce des films, et le phénomène a commencé avec l'enseignement ou la formation à distance. Et le succès de Dell ne se démentit pas. Leader mondial de la vente d'ordinateurs, en ligne, sans magasin, sans pouvoir toucher un produit avant de passer commande du sien. Il faut réaliser quelquefois une prestation de production. Le produit, sa composition, sa mise en place, sa préparation si besoin est, et son aspect sont le préalable, la condition sine qua non de l'existence même du commerce de détail. Physiquement. À ce titre, le commerçant est spécialisé dans telle ou telle catégorie de produits et cette connaissance technique est exclusive à sa profession et rarement partagée par d'autres. On peut imaginer, compte tenu que la plupart des métiers exigent une formation et que certains nécessitent un diplôme, que le degré de professionnalisme se vaut d'un commerçant à l'autre.
Même s'il y a des écarts importants dans l'exécution d'un même travail, et que certains bâclent quand d'autres peaufinent. Il y a un savoir-faire, une technique, une prestation de production plus ou moins importante selon les commerces. Pour certains, la transformation des produits est inexistante, l'activité du magasin consistant essentiellement à commander de la marchandise, à la déballer et à la vendre telle qu'elle puis à solder les invendus. Chez d'autres, elle est minimale, comme réaliser les retouches dans le prêt-à-porter. Dans la restauration, l'activité de transformation, bien que variable selon les formules, est le plus souvent importante. Allumage des appareils, contrôle, mise à température des produits, préparation, cuisson, assemblage, mise en packaging ou présentation sur assiette. Or, tout ce travail est la face cachée du point de vente, même si les cuisines dites ouvertes, celles où le client peut y voir s'affairer les cuisiniers et le chef, sont plus ou moins en vogue. Dans la majorité des cas, la production ne se voit pas. D'ailleurs, certains restaurants ou autres chaînes ont des cuisines centrales délocalisées, où tout est cuit et préparé pour être ensuite livré dans les points de vente et dont le client ignore l'existence même. Quel que soit le commerce envisagé, pas de produit, pas de service, pas de commerçant. Il faut toujours réaliser une prestation de service. La caractéristique essentielle du métier de commerçant, moindre pour les commerçants en ligne, consiste à se trouver en contact direct avec le client, en face de l'utilisateur final, ce qui implique une prestation de service dans laquelle interviennent des composantes relationnelles, comportementales, voire émotionnelles telles que le sens du contact, la courtoisie, la disponibilité, la bonne humeur ou tout simplement le savoir-vivre et la politesse. Le produit s'efface, le service prime. Pour preuve les innombrables achats qui ne sont pas effectués pour satisfaire un désir pressant, mais lorsque le client est séduit par les arguments ou le charme de la vendeuse ou du vendeur et qu'il craque. Le client entre dans un magasin pour acheter du plaisir, un petit peu de bonheur même, bref une dimension, une valeur qui transcende le produit. Le vendeur ne doit pas se contenter de vendre un objet, une technique, une fonctionnalité car même pour les produits de haute technologie, l'acheteur n'utilisera pas la moitié des capacités des appareils. Les téléphones portables de dernière génération proposent une telle multiplicité de fonctions que si l'on en profite pleinement, leur coût d'utilisation va faire exploser le forfait auquel on a souscrit. Les enregistreurs de musique et d'images ont tellement de touches que l'on se demande bien à quoi elles peuvent servir et le mode D''emploi est trop long à lire alors que finalement, on souhaite juste avoir des photos sympas, des vidéos souvenirs et un son qui convienne à son oreille tout simplement. Au-delà des performances, l'acheteur veut un style, un look, une forme, un produit récent ou à la mode. Publicité et bouche à oreille obligent. Guère plus. Alors il faut lui vendre du style, du look, de la mode. Là encore, le personnel ne vend plus un produit mais un service qui lui impose d'adopter une attitude, d'établir une relation, d'utiliser des arguments non techniques qui vont guider le client pour s'offrir un signe extérieur de plaisir, de statut ou de modernité. Faire plaisir au client et gagner de l'argent. L'aptitude de chacun à réaliser une bonne prestation ou un bon service est extrêmement aléatoire. En fait, peu de commerçants parviennent à prendre leur distance avec le produit parce que leur connaissance technique a toujours le dessus. Ce qui est une erreur dans l'appréciation du rôle à jouer car bien souvent, il suffit d'un argument psychologique ou irrationnel, d'un ton juste et d'un vrai sourire pour que la vente soit réalisée. Le bon commerçant utilise sa sensibilité, tandis que son alter ego, peu zélé dans le service, se rassure avec un discours produit qui lui évite de se mettre dans la peau du client. C'est en effet plus facile de noyer un client sous un flot de paroles sibyllines, de termes abscons ou de chiffres complexes que de l'écouter, d'être attentif à sa sensibilité et d'abonder dans son sens. Encore trop de vendeurs à la Fnac ont ce travers. Les performances du produit prévalent sur l'usage qui va en être fait. Quand en plus, il y a la caution d'un laboratoire d'essai. Attention aux produits haut de gamme. Ils peuvent mécontenter le client à cause du prix, de leur complexité d'utilisation ou de l'inutilité de certaines fonctions. Il n'y a ni règles, ni école sur l'art de la vente et la manière du service car chaque client est un cas à part, sans compter que certains s'y connaissent beaucoup mieux que les vendeurs. La seule ligne directrice qui prévaut est de réussir la vente et l'après-vente, c'est-à-dire de fournir un produit qui va parfaitement correspondre à la fois à la valeur d'usage et à l'attente psychologique du consommateur,
donc qui va lui procurer de la satisfaction et le fera revenir plus tard pour un autre achat. Le bon vendeur sait lire cette satisfaction sur le visage du client, guetter son sourire de contentement, apercevoir ses yeux briller de jubilation. Le métier du service, c'est aller dans le sens du client tout en s'assurant que cela va aussi dans l'intérêt du magasin, du restaurant, de la boutique. C'est simultanément faire plaisir au client et gagner de l'argent. Chapitre 2. De l'analyse sort la vérité. Aucune décision ne peut être prise sérieusement qu'au vu de faits, facts avérés et de chiffres, figures fiables. Or il est curieux de remarquer que la plupart des commerçants ont les yeux rivés sur des données qui sont en fait des résultantes de leur activité passée. Les achats de matières premières ou de marchandises et le chiffre d'affaires systématiquement, le nombre de transactions réalisées quelquefois, le reste beaucoup plus rarement. Le problème, quand on ne dispose pas de toutes les données, est que l'analyse des ventes est cantonnée aux dépenses et aux recettes de la période écoulée. Et si les chiffres sont mauvais, le mal est fait. Faire des constats sur le passé, c'est bien. Pouvoir se doter d'une perspective d'avenir, c'est mieux. Lorsque le coût des matières premières, des ingrédients, de la marchandise est jugé trop élevé, alors la décision est d'en réduire le montant à la prochaine échéance. Et l'on va tenter de négocier avec les fournisseurs. Quant au chiffre d'affaires, s'il est jugé trop faible, on décide de l'augmenter en se fixant un objectif, plus 5% le mois prochain. Pourquoi plus 5 ? Pourquoi pas plus 6 ou plus 7%? Eh bien, parce que le niveau actuel des ventes majorées de 5% donnerait un résultat satisfaisant. C'est un peu succinct, mais admettons. En fait, la question n'est pas là, et la réalité est ailleurs. Comment atteindre l'objectif? On raconte que Jack Welch, le charismatique ex-patron de General Electric, lors d'une réunion avec ses cadres, annonça tout de go que l'objectif était de réaliser une importante progression du chiffre d'affaires pour le prochain exercice. Le chiffre élevé semblait irréaliste et l'assistance se mit à murmurer, à dodeliner de la tête, à soupirer. Pas surpris par cette réaction unanime, voire presque satisfait, il demanda à ses cadres s'ils ne trouveraient pas formidable que ça se traduise pour chacun d'entre eux par une prime importante permettant de régler ses dettes, de changer de voiture ou de s'offrir de superbes vacances. Bref, s'ils n'avaient pas envie d'atteindre cet objectif. De négative, l'assemblée passa par une phase dubitative qui se transforma rapidement en enthousiasme et finit en applaudissements et cris de joie. Réaliste et les pieds sur terre, Jack Welch leur dit alors en des termes proches de ceci : « Eh bien, puisque je vois que tout le monde est d'accord sur cet objectif, maintenant nous allons étudier ensemble comment y parvenir. Tout est là, dans le comment, dans la recherche des moteurs de l'activité sur lesquels il est possible d'agir et qui vont exercer une influence positive pour atteindre les résultats escomptés. » La pyramide des ventes et des profits. Le bon commerçant, quelle que soit son activité, à n'importe quel endroit de la planète, ne peut pas se contenter de compter le nombre de transactions réalisées dans la journée ou de regarder son chiffre d'affaires le soir. Il doit se poser au moins les 5 questions suivantes et, bien entendu, y apporter les réponses. Combien de personnes sont clientes de mon magasin? À quelle fréquence viennent-elles? Combien de produits achètent-elles en moyenne? Quelle est la valeur moyenne des articles achetés? Quel est le profit, ou la marge brute de ces produits? La réponse aux 2 premières questions fournit les données qui sont à la source du nombre total de transactions réalisées par le point de vente. La réponse aux 2 suivantes met à jour les éléments constitutifs du montant moyen de la transaction que l'on appelle souvent le ticket moyen, ou panier moyen. Et la multiplication de celui-ci par le total des transactions constitue le chiffre d'affaires. Enfin, la dernière permet de calculer la marge brute globale en euros lorsqu'on la multiplie par le total des transactions réalisées. Simple, non? Dans la pratique, le nombre de personnes qui sont clientes du magasin s'obtient de 2 façons. Soit en faisant le rapport du nombre total de transactions et de la fréquence de visite des clients, soit en multipliant le nombre de personnes dans la zone de chalandise qui sont des clients potentiels, la base consommateur, par le taux de conquête, le pourcentage de cette cible qui est cliente du magasin. Bien entendu, il existe des variantes selon l'activité commerciale. Pour les magasins de vêtements, par exemple,
Le comptage du nombre de personnes qui entrent dans le magasin est une donnée clé qui est ensuite comparée au nombre de ceux qui ont effectivement acheté afin de connaître le taux de transformation ou de conversion des visiteurs en clients. Mais l'analyse fondamentale consiste à décomposer l'activité en autant de paramètres qu'elle en comporte, afin d'évaluer la performance de chacun. La pyramide représentée ci-dessous est un modèle universel simplifié qui permet de visualiser les composantes du chiffre d'affaires et du profit, ou de la marge brute exprimée en euros. Selon la tautologie qui veut que ce soit les causes qui produisent les effets, les éléments qui permettent de modifier le sommet de la pyramide, d'orienter les ventes ou les profits dans le sens souhaité se situent à sa base. D'une part, ce sont des données brutes qui varient énormément d'un secteur à un autre. Par exemple, une fréquence de visite moyenne de la clientèle égale à 2,5 fois par mois est très élevée. C'est celle de la restauration rapide, alors que pour un distributeur automobile elle est plutôt de 1 fois par an et encore. D'autre part, les chiffres ne prennent toute leur valeur que lorsqu'il est possible de les apprécier et d'y porter un jugement. Pour réaliser une bonne analyse et établir un diagnostic pertinent, il convient de posséder les données similaires de la profession, de la concurrence, du réseau ou d'autres points de vente de la même chaîne qui permettent de comparer les différents éléments de la pyramide, de voir quels paramètres sont bons et quels autres sont faibles. On appelle cela faire du benchmarking. Toutes les données sont issues des caisses ou calculables à l'exception d'une seule qui ne peut être obtenue que par des études, la fréquence de visite des clients et le taux de conquête. Faire des études. Seules les entreprises dont l'activité repose sur l'acquisition de données relatives aux clients et à ses achats par leur système informatique connaissent la fréquence de visite moyenne des clients. Le plus souvent, le commerçant indépendant ou de chaîne ne dispose pas de toutes les données nécessaires à une analyse exhaustive des ventes. On ne peut tout de même pas demander à chaque client qui est en train de payer la date de sa dernière visite. Alors, seules les études permettent d'obtenir la fréquence de visite des clients qui est la moyenne pondérée du nombre de visites réalisées par chaque individu d'un échantillon représentatif de la clientèle. Il en va de même pour le taux de conquête et la base de consommateurs dont les évaluations sont issues d'une analyse de la zone de chalandise, Confère. Chapitre 14. Réaliser une étude de comportement de la clientèle n'est pas souhaitable, c'est indispensable. Il est possible d'avoir recours à un organisme spécialisé si l'on dispose d'un budget important, mais dans le cas contraire, il est relativement aisé et peu coûteux de réaliser des enquêtes ad hoc dans le point de vente selon les flux réels de la clientèle. Ces études permettent également de connaître le profil des clients, les circonstances de leur visite, les enseignes concurrentes qu'ils fréquentent et d'autres informations très précieuses. Ce n'est que lorsque l'on dispose de ces données que l'on peut mettre au point les tactiques appropriées pour des promotions sur le site ou à l'extérieur, de faire des offres pertinentes car ciblées, d'accroître la fréquence de visite ou de conquérir de nouveaux clients, c'est-à-dire de modifier les paramètres à la base de la pyramide, donc d'augmenter le chiffre d'affaires et le profit. Il n'y a pas de place pour l'improvisation lorsque l'on veut manager les ventes et améliorer le service. La pyramide n'est pas un gadget d'analyste, elle constitue un outil de management indispensable. Pour augmenter le chiffre d'affaires du point de vente, il convient de faire progresser l'un ou l'autre ou plusieurs de ces 4 éléments. Le taux de conquête, ou le pourcentage de consommateurs de la cible dans la zone de chalandise que l'on arrive à capter. Cela revient à augmenter le nombre total de clients du magasin. La fréquence de visite des clients. Il faut les faire venir plus souvent sur une période donnée. Le nombre moyen de produits vendus. Nécessité de vendre une plus grande quantité de produits à chaque client. Le prix moyen des produits vendus. Il faut réussir à vendre des produits plus chers. En général, quand ce paramètre est jugé comme trop faible, le magasin préfère aller au plus direct, il augmente les prix de vente. La pyramide est au cœur du service du fait que l'ensemble des paramètres qui se situent à sa base sont modifiables par le comportement, voulu ou non, du client, ou bien par une action entreprise par le commerçant. Si la prestation de service est excellente, le magasin attire plus de clients, son taux de conquête et sa base de clientèle augmentent, ainsi que la fréquence de visite des clients actuels. Si le service est parfait, les clients achètent plus de produits et si les prix ne se situent pas à un niveau rédhibitoire,
il y a fort à penser qu'ils achèteront des produits de meilleure qualité, plus haut de gamme donc plus chers. Lorsque le service se dégrade, la plupart des paramètres évolueront dans le sens opposé. Les générateurs de vente. Ces 4 paramètres, ces 4 données fondamentales, sont les moteurs de l'activité du magasin. Ce sont les générateurs de vente. Lorsque l'on souhaite assigner un objectif de croissance ou compenser un ralentissement de l'activité, il est non seulement possible mais nécessaire d'appliquer l'objectif d'augmentation souhaité sur un ou plusieurs paramètres, sur un ou plusieurs générateurs de vente. Prenons l'exemple d'un restaurant qui réalise un CA annuel de 1 million d'euros avec 50 000 couverts et imaginons, cas fréquent, que le trafic vienne à diminuer de 5%. La perte anticipée sera de 50 000 euros. Une mesure à prendre consisterait à réussir la vente, à seulement 2 clients sur 10 parmi ceux qui continuent de venir, d'un produit supplémentaire à 5,25 €. Si l'opération fonctionne, la perte anticipée sera totalement annihilée. Le commerçant aura compensé la diminution de sa base de clientèle en agissant sur un générateur de vente, le nombre moyen de produits vendus par transaction. En tant que client du magasin ou du restaurant, le public n'a pas ce genre de préoccupation en tête, mais il lui est aisé, en y prêtant attention, de deviner sur quel générateur de vente le commerçant tente d'agir. Si vous recevez une offre promotionnelle dans votre boîte à lettres à la maison, c'est qu'il veut augmenter son taux de conquête de clients, donc sa base de clientèle. Si, lorsque vous faites un achat, le commerçant vous remet un coupon ou un bon de réduction à valoir lors de votre prochain achat, c'est qu'il a décidé d'augmenter la fréquence de visite de ses clients. S'il vous suggère une chemise, une cravate, une paire de chaussettes ou un caleçon alors que vous venez d'acheter un costume, il y a fort à penser qu'il veut augmenter le nombre moyen de produits vendus à chaque client. Enfin, si vous remarquez que les produits à bas prix sont plus ou moins cachés au fond de la boutique et que seuls les produits plus chers sont mis en évidence en vitrine et sur les présentoirs, c'est que son objectif est d'accroître le prix moyen des produits vendus. Vous avez découvert la stratégie marketing et de vente du commerçant. Bravo! Et les générateurs de profit. Enfin, pour être complète, la pyramide intégrale est donnée relative à la marge brute, au profit, au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire le revenu, car il ne suffit pas de vendre plus, il faut également vendre mieux, c'est-à-dire vendre des produits qui rapportent, des produits qui à prix équivalent ont une marge supérieure. Ainsi, de la même manière que l'on a mis à jour les générateurs de vente, on identifie les générateurs de profit ou de marge brute qui sont identiques aux générateurs de vente, ce qui est logique, à l'exception du profit moyen par article vendu qui se substitue au prix de vente moyen par article. Multiplié par le nombre moyen de produits vendus par transaction, il indique le profit moyen par transaction qui lui-même multiplié par le nombre de transactions, donne le profit total ou le revenu global réalisé par le point de vente. Le commerçant bon gestionnaire devrait connaître le profit, en euros et sa marge, en pourcentage de chaque produit sous toutes ses formes de vente. Pour les commerces qui ne réalisent aucune transformation des produits, c'est assez simple. Il s'agit du prix de vente diminué du prix d'achat. Pour la restauration, l'analyse est plus complexe car il est nécessaire d'additionner, avec précision et dans les proportions exactes, les coûts de l'ensemble des différents ingrédients qui entrent dans la composition d'un produit ou d'un plat. Une erreur d'un gramme peut provoquer une valorisation erronée, qui, multipliée par les quantités vendues sur une longue période, peut se chiffrer en milliers d'euros. Pour une chaîne comme Quick qui vend quelques 30 millions de Giant par an, imaginez ce que coûterait dans le calcul du prix de revient, l'oubli de la pincée de sel qui entre dans sa préparation, même si son coût est inférieur à 1 centime d'euro. L'énorme intérêt de la pyramide des ventes et de la décomposition du chiffre d'affaires par les paramètres qui le constituent, est de faire prendre tout son sens à la notion de management des ventes. Quelle réflexion, quel jugement et quelle action une vendeuse ou un vendeur peut-elle ou peut-il avoir et entreprendre si le patron leur dit qu'il faut augmenter les ventes de 5% dans le mois qui vient ? Par contre, s'il leur dit que l'on réalisera l'objectif d'augmentation de 5% du chiffre d'affaires si l'on parvient à vendre, en moyenne, non pas 2,5 produits par client, mais 2,625, c'est-à-dire concrètement un produit de plus tous les 8 clients, cela devient un objectif plus clair, palpable et maîtrisable pour le personnel en charge des ventes.
Une offre promotionnelle peut masquer un mauvais service. Avec la pyramide des ventes, comme avec n'importe quel outil de management, il convient d'agir avec discernement, c'est-à-dire d'identifier le paramètre à corriger en priorité et d'agir sur le générateur de vente ou de profit concerné avec le moyen approprié. Or, la plupart des commerces, qu'ils soient indépendants ou qu'ils fassent partie d'une chaîne, ont la fâcheuse tendance à mélanger plusieurs objectifs et tentent à la fois de faire venir plus de clients, de les faire venir plus souvent, de vendre plus de produits et des produits plus chers. Ouf! La première raison est simple, c'est parce qu'une majorité d'entre eux ne connaît pas ces générateurs de vente. Ce n'est pourtant pas hors de portée de diviser le chiffre d'affaires par le nombre total de produits vendus sur une période. Ce sont des données fournies directement par les caisses, pour obtenir le prix moyen par produit vendu. De même, si l'on fait le rapport de la quantité totale de produits vendus avec le nombre total de transactions, on sait combien de produits on a vendus en moyenne à chaque client. Et ainsi de suite. Hélas, cette démarche systématique et professionnelle est rarement réalisée par les commerçants faute de moyens et par manque de temps. Le bon management d'un point de vente ne consiste jamais à vouloir corriger une faiblesse sans en connaître, à coup sûr, la cause et à ne pas évaluer les effets de l'action correctrice qui va y être apportée. Trop de gens agissent en ordre dispersé. Pour preuve, les consommateurs sont bombardés de prospectus dans les boîtes à lettres ou sur le pare-brise des voitures, d'offres d'essai, de bons de réduction, de propositions multiples, de coupons 2 achetés, 1 offert. D'un tas de messages qui, au gré de leur multiplication, perdent de leur valeur incitative et constituent une énorme gabegie. Face à cette profusion anarchique, le bon commerçant devrait se poser la question de savoir s'il est habile et rentable de se lancer dans cette folle compétition. Par ailleurs, plus grave est le fait que nombre de ces offres promotionnelles servent à combler un déficit ou à rattraper un retard dans le chiffre d'affaires du point de vente dont la cause est souvent inconnue et qui peut sans doute être une certaine désaffection de la clientèle qui elle-même est souvent due à un service laxiste. Lorsque c'est le cas, une promotion fait office de palliatif à de mauvaises ventes et sert à masquer un mauvais service et de mauvaises pratiques que le commerçant ne cherche même pas à améliorer. Quant aux consommateurs, une attitude vigilante serait de privilégier le vrai bon service à la fausse bonne affaire. Il faudrait faire la chasse aux chasseurs de primes, ou réserver cette activité à des moments d'exception, à condition que ces primes soient honnêtes. Chapitre 3. Culture des ventes ou éradication des coûts. Lorsque les prix montent, le premier réflexe de tout un chacun consiste à réduire sa consommation du produit incriminé. L'essence augmente, je roule moins, ou bien à faire des arbitrages. Puisque le prix du gaz a augmenté de 19% en 2005, je vais réduire d'autant mes dépenses les moins vitales cette année. Par exemple, si la consommation annuelle du foyer était de 1 250 €, il faut prévoir d'y consacrer 237 € supplémentaires, soit l'équivalent de 6 entrées à Disneyland Paris, de 2 jeans de marque, d'une bonne dizaine de DVD ou de 40 repas en restauration rapide, puisque c'est systématiquement sur les loisirs, les vêtements et les restaurants que l'on rogne quand le pouvoir d'achat baisse. Et revoilà la consommation des ménages en berne. Cost cutting. Dans toutes les entreprises, grandes ou petites, la démarche est équivalente. Lorsque les charges augmentent, le premier acte consiste à réduire les coûts pour en compenser les effets négatifs et maintenir les ratios financiers en bon ordre. Le commerce de détail n'échappe pas à cette règle. Les mesures prises commencent par une réduction de la masse salariale et se poursuivent avec une diminution de la qualité des produits ou des ingrédients qui les constituent, ou un amoindrissement des packaging, ou encore, et surtout, une réduction de la qualité du service. Ce qui était solide l'est moins, ce qui était gratuit devient payant, ce qui était rapide est plus lent, ce qui était impeccable laisse à désirer, ce qui était attentionné est distant, ce qui avait de l'efficacité tourne au laxisme, ce qui était agréable devient moins attirant. Résultat, cette dégradation de la prestation fait décliner la satisfaction du consommateur qui, corollaire, est moins enclin à sortir et à dépenser. Dans les magasins, les ventes baissent. Comme il y a moins de clients, la situation financière ne s'améliore pas et on redonne un tour de vis aux différents coûts, là où c'est encore possible, ou alors on augmente les prix pour maintenir le chiffre d'affaires et la rentabilité à flot. Ce qui provoque une nouvelle chute de la satisfaction des clients,
donc une nouvelle diminution des ventes et ainsi de suite dans une inexorable spirale négative qui englue l'entreprise et la rapproche du dépôt de bilan. Ça, c'est la gestion des coûts. Autrement dit, le maintien des résultats financiers par une tentative d'éradication des dépenses et des charges. On l'appelle le cost cutting ou cost réduction. Dans le transport aérien, le service est devenu d'une versatilité sans précédent. À un extrême, les compagnies low cost annoncent la couleur, pas de prestations à bord. Au moins, cela a le mérite d'être clair et finalement, l'inconvénient de devoir se restaurer avant d'embarquer n'est pas source d'insatisfaction eu égard au prix du billet. À l'autre extrémité se trouvent les grandes compagnies avec lesquelles il y a du pire et du meilleur, ou plutôt du médiocre et de l'acceptable selon que l'entreprise a dû entreprendre un plan de réduction des coûts, ou qu'elle peut encore se permettre d'être préoccupée par la satisfaction de ses clients. Sur les vols transatlantiques, par exemple, on peut opter pour l'immonde snack box ou la bière vendue 5 € sur American Airlines, ou bien pour le repas complet avec vin et champagne inclus sans supplément sur Air France. Les prix des billets sont quasi identiques mais les prestations très dissemblables. Quant à l'amabilité du personnel, des PNC, elle est fonction de la personnalité de chacune et de chacun, à croire qu'il n'y a plus de formation que sur la sécurité, hormis chez les compagnies d'Extrême-Orient. Avec l'Aéroflot, pour les vols intérieurs, c'est encore plus spartiate. Si vous prenez le vol Moscou-Saint-Pétersbourg en janvier alors que le thermomètre affiche moins 30 degrés, il n'est pas question de servir quoi que ce soit aux passagers transis, emmitouflés dans leur pelisse et chapska sur le crâne. Tout comme l'hôtesse d'ailleurs. Il ne vient à l'esprit de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.